J'espère que vous êtes motivés, les gars, parce que ce soir, en termes de qualitatif, vous allez rarement avoir des interventions comme ça. On essaiera de les multiplier et de choisir quelques projets que la commu MSA aura sélectionnés pour les décortiquer un petit peu et comprendre que certains écosystèmes sont tentaculaires et voilà, qu'il y a projet et projet. Projet avec un petit p, projet avec un grand P, avec tout et son contraire. Donc ce soir, c'est Polkadot qui sera à l'honneur. Et vous pourrez poser les questions aussi en cas de besoin. N'hésitez pas surtout à vous abonner à ce compte Twitch, comme ça vous serez notifié à chaque fois qu'il y a des lives. Hop, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ok, eh ben, on va pouvoir doucement commencer. On va pouvoir doucement commencer. Je vais vous présenter un petit peu l'équipe, présenter un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas MySeed, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on est, si vous voulez, un programme de crypto picking. Donc concrètement, notre objectif à nous, c'est de passer au crible des projets toute la journée, toute la semaine, de ne garder que les plus intéressants, que les plus sympas, de les proposer à la commu, le tout avant, en early stage, donc avant l'entrée du smart money, c'est-à-dire avant que les gros fonds d'investissement n'investissent dans les projets. Donc, euh, donc voilà, concrètement, ce qu'on fait, c'est ça. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a plein de projets à screener. Ça demande de l'expertise. Et c'est pour ça que voilà qu'on est une team assez senior en termes d'expérience. Alors pour parler de moi, donc je vais commencer par me présenter, puis je passerai un petit peu la team en revue. Donc Nathan, c'est moi qui ai fondé MySeed Advisor. Voilà, la grande majorité connaissent un petit peu mon background qui était issu de la finance traditionnelle et aujourd'hui qui est uniquement crypto parce que eh ben, voilà, la révolution est là, la révolution est en marche. Donc voilà, en ce qui me concerne. Ensuite, il y a Léo. Léo fait un petit check à la caméra, que les gens te voient bien. Nickel. Donc Léo, analyse fondamentale. Lui, son taf, c'est de mettre le nez dans les projets, de dénicher, si vous voulez, les crypto-pépites. Donc voilà, d'identifier des potentiels, d'identifier des intérêts technologiques de la part d'un projet ou d'un autre. Ensuite, on a Max et Yann. Donc, pour parler de Yann, Yann, vous le connaissez, vous le voyez sur YouTube, c'est notre data analyst. Lui, il va poser des volumétries, il va poser des analyses. L'objectif, voilà, son job est aussi connu sous le nom de trader indépendant, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que c'est de l'analyse de data. Maintenant, voilà, on peut avoir un projet très intéressant. Maintenant, il faut poser de la data dessus pour voir si oui ou non le projet, en termes de timing, on rentre au bon moment ou pas. Voilà. Le but, c'est de combiner intérêt technologique, timing, pour faire une combinaison gagnante. Vous le voyez pour ceux qui sont membres du programme, sur les 10 dernières positions, il y en a 5 qui dépassent les 100% de perf en quelques semaines. Donc voilà, c'est du beau boulot. Max, qui lui sait combiner, qui a un savoir d'analyse fonda, un savoir d'analyse technique, il sait faire les deux. Il est super nul en orthographe, mais il est très bon dans le reste. Donc voilà, Max fait un petit check à la cam. Je ne sais pas si tu as activé ta cam ou pas, sinon c'est pas grave, tu n'as pas activé ta cam. Mais Yann, vous l'avez vu tout à l'heure, donc il a le casque. Ok, super. Et on va commencer tout de suite avec. Donc ce soir, on a voulu vous faire un focus sur Polkadot et les parachains. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est un incontournable de la crypto. Ok, l'écosystème est tentaculaire, il est très intéressant. On veut vous expliquer pourquoi, comment. Ok, donc Polkadot, leur ambition, d'accord, c'est pas de concurrencer Ethereum, mais c'est de s'imposer un peu comme l'internet des blockchains. Ok, avec un florilège d'écosystèmes qui gravitent autour de lui, qu'on va appeler les parachains. Okay, il y a des règles à suivre pour être le projet mis en valeur de l'écosystème Polkadot. Ok, on va vous expliquer tout ça. Et je vais tout de suite laisser un petit peu la parole à mes chers collègues. Je ne sais pas qui va commencer.
Et si vous avez des questions, eh ben, on y répondra bien sûr dans le chat sans problème. Pour les tout débutants, restez. C'est important que vous puissiez comprendre voilà, comment fonctionne un projet, etc. Si vous avez des questions, bah, mettez-les dans le chat. Je pense qu'on y répondra plus à la fin pour pas couper tout le monde. On va être 3-4 à échanger. Donc, pour que ce soit un petit peu organisé, l'objectif, c'est de faire ça. Donc, voilà, restez bien là et on répondra aux questions un petit peu à la fin. Allez, je te laisse la parole à Max. Si, on t'entend bien. Ah, si, on t'entend. Il est libre, Max, effectivement. Mm. Pourtant, on l'entend, nous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on ne l'entend pas? Est-ce que vous m'entendez, moi? Dans le chat, dites-nous si vous entendez Max. Ah. Vous m'entendez moi? Tiens, tiens. Ouais, ok, Allô, Ok. donc est-ce que là c'est Max, mieux? ouais. Là vous devriez m'entendre. Ok, super. Il y en a qui m'ont confirmé. Et Ok, je nickel. suis désolé, Super. c'est juste que j'avais oublié d'activer le micro sur Twitch comme c'est moi qui host. J'espère que le micro est pas trop fort, dites-moi, je pourrai le régler au fur et à mesure également. C'est notre Euh, première, hein. donc du coup, vous avez rien entendu du sommaire, je suppose. Bon A bah je vais le priori. reprendre. Donc ok, bon c'est pas grave. C'est notre premier live, va falloir être indulgent hein, quand même, on est désolé. Donc du coup je disais qu'on était, je vais vous présenter rapidement le sommaire avec, donc du coup je vais pouvoir vous parler en premier lieu de l'histoire de Dot et un petit peu son utilité que les autres pourront compléter. Également après on va avoir Léo qui va nous parler un petit peu des parachains et des loans qui sont un paramètre très important de l'écosystème de Dot et qui est une pièce vraiment importante là-dessus. Il y a Yann ensuite qui va nous parler un petit peu plus de l'analyse fondamentale et des risques avec pas mal de data, et ensuite après on vous donnera notre avis en général sur cet écosystème. Donc du coup, par rapport à Dot, on a essayé de faire une petite roadmap, on a essayé vraiment de se donner un petit peu sur les slides. Donc je vais vous présenter un petit peu pour le moment l'histoire et l'utilité. Donc en 2017, tout simplement, on va avoir la première levée de fonds qui va être faite, où 145 millions de fonds vont être levés, mais malheureusement, il va y avoir un hack à ce moment-là, et plus de 100 millions, enfin à peu près 100 millions, vont être du coup hackés, donc presque 50% du supply total de DOT. Ensuite, en 2018, on reste un petit peu dans cette continuité. Et nous arrivons du coup en 2019 où 60 millions de dollars sont levés et 500 000 dots sont vendus. Donc j'ai précisé également en bas par rapport à Gavin Wood, Solidity et la problématique de la blockchain. Donc Gavin Wood, c'était un développeur qui a travaillé du coup depuis assez longtemps sur la blockchain finalement, depuis un petit peu les débuts, et il s'est rendu compte un petit peu d'un problème, notamment lié à la scalabilité de TH, mais également en général par rapport au réseau Solidity qui ne pouvait pas obtenir justement ces fameux parachains. Il s'est donc dit, ok, je vais essayer de mettre en place un écosystème à part entière qui va nous permettre en fait de régler ce problème. Si vous avez... Ouais, voilà, je vais compléter aussi un peu. Comme Je ça, t'en on fait prie. un échange. Je t'en prie, vas-y, je te Ouais, renvoie la balle. ouais, donc Gavin Wood, c'est un British, enfin c'est un Anglais, il est très solide, il a plus de 8 ans il a un bac plus 8, donc c'est un docteur en sciences informatiques. Et ouais, il a été il fait partie des créateurs de TH d'Ethereum avec Charles Hoskinson, le créateur de C'est Cardano pas facile et à dire, Vitalik t'inquiète. évidemment. Ouais, ouais, je suis désolé.
Et c'est lui qui a créé, je crois, Solidity. Enfin, il faisait partie, c'était le chef de projet du langage Solidity. Euh, Oui, c'est bien ça, oui. C'est bien c'est lui qui a ça, créé ça. Ouais, Léo connaît très bien. Il pourra rajouter quelque chose. Il pourra rajouter des choses derrière. Et voilà, la problématique dont voulait parler Maxence, c'est que c'est que derrière, Ethereum était pas assez interopérable avec les autres blockchains. Et donc lui, il voulait créer un projet qui soit le centre de toutes les blockchains. Donc ce qu'on appelle une layer 0. Voilà, si tu veux En fait, compléter peut-être. ouais, c'est ça, c'est la manière dont eux ils l'ont avancé, c'est qu'ils voulaient créer un cadre hétérogène pour construire le futur réseau de blockchain de demain. Dans l'idée que ça serait un moyen de standardiser ce à quoi pourraient ressembler les différentes blockchains qui se connecteraient entre elles. D'où le terme de cadre hétérogène. Voilà, On peut, on peut embrayer. on peut envoyer. Maxence, t'es toujours là ou pas? Tout à fait, tout à fait. Non, non, t'as l'air Ah, plus. et je suis On perturbé, a fait qu'un tronçon. On a fait qu'un tronçon. en effet. Euh, on a- Et donc du coup par rapport à 2020, je vais reprendre la suite. Par rapport à 2020, donc le mot redénomination du supply, bon c'est un mot un petit peu savant qu'on peut utiliser, qui en fait tout simplement pour augmenter le supply par 100, parce que en fait les créateurs considéraient qu'un prix de lancement à 145 $, parce qu'il a été du coup listé à 1,45 à 1,45 $, pardon. C'était trop élevé, les 145 $ au listing. C'est pour ça qu'ils ont du coup fait une redénomination du supply en factor 100. Il y a également eu du coup cette fameuse pre-sale en 2020 qui a permis potentiellement à certains d'entre vous d'y participer et d'obtenir ces fameux dots à 1,30 $. Et donc, Je crois que la première pre-sale, c'était 30 centimes. ouais, mais Enfin, c'était 30 dollars, du coup 30 c'est ça, centimes. c'est ça, c'est ça. Mais du coup, il y en a eu plusieurs au fur et à mesure du temps. Et, euh, et donc du coup, voilà, je voulais également vous expliquer un petit peu ce que c'était le principe de pause, donc que j'ai écrit juste en dessous. Donc la pause ou la proof of stake, ou également en français la preuve d'enjeu. En fait, c'est simplement une manière différente de fonctionner de la blockchain que le Bitcoin. Le Bitcoin, on a du coup la proof of work, donc la preuve par le travail, et ça va être du coup le fameux minage que je pense la plupart d'entre vous connaissez. Mais par contre, donc du coup, le proof of stake, ça va être la preuve de participation via en fait directement les chaînes de blocs d'une crypto-monnaie pour en fait essayer d'atteindre un consensus en général, mais lié plutôt aux jetons et non par rapport au minage et à la force de travail habituelle qu'on pourrait retrouver sur du coup le Bitcoin. Si tu veux parler un petit peu également des relais de chain, du coup, Yann. Là, c'est plutôt Léo, c'est l'expertise. Alors là, c'est la relay chain, Ça. parce que du coup, elle est assez unique. Elle est même unique, c'est le tronc central de Polkadot, en quelque sorte, la relay chain. Et il faut se dire Attends, que... on va Ouais, voir le support visuel qui va avec. Ce sera plus simple, je sais pas où. Hop, voilà, la relay chain. voilà, ouais, c'est ça. Donc là, vous voyez cette espèce de cercle qu'on a au milieu, c'est vraiment cette idée de tronc central de Polkadot. C'est de là qu'en fait tout part, tout ce qui est fourni aux parachains, aux projets qui veulent se connecter à ce grand internet de réseau, tout ce qui leur est fourni vient de là en fait. Et étant donné que les blockchains, bon, vous le savez, elles sont distribuées, elles sont décentralisées, le pouvoir de décision de quelles transactions doivent être ajoutées ou non au réseau, le pouvoir d'authentifier les soldes de wallet et autres, tout ça c'est distribué dans un réseau de participants. Et Polkadot, en fait, recrée ça dans sa relay chain. Donc, il décentralise sa relay chain avec des validateurs qui vont donc faire du proof of stake, comme l'a dit Max juste avant. Et toute cette sécurité économique qui est créée pour la relay chain, qui distribue et décentralise cette relay chain, est ensuite redistribuée d'une certaine manière aux parachains qui vont venir se connecter à Polkadot. Et les parachains, c'est ces réseaux en fait qu'on a évoqués juste avant, dans le sens où Polkadot est donc un protocole de protocole. On peut construire dessus des blockchains clés en main qui auront déjà une sécurité qui viendra notamment de tout ce qui est ajouté à la relay chain. Euh, pour ce schéma-là qui montre un petit peu
l'aspect technique de Polkadot, vous voyez donc le terme parasthread, le terme parachain, le terme collator qui apparaissent. On va les expliquer un peu plus après, mais ne vous attardez pas dessus maintenant si vous ne les connaissez pas. Ça vous fait peut-être un peu peur, c'est normal, ils sont nouveaux. Mais on va les expliquer notamment sur la prochaine slide. Et, Qu'on peut et- et passer. ce principe de parachain, ça a aussi été développé pour éviter la congestion que rencontre Ethereum aujourd'hui, en fait. C'est pour pas Et saturer la chaîne principale, d'avoir créé des chaînes parallèles. euh, on, on peut passer à la prochaine slide. Voilà, super. Et dans l'idée, donc, ouais, effectivement, c'est pour décongestionner Ethereum, mais il faut prendre en compte également l'interopérabilité. Qu'est-ce que ce terme barbare? C'est la connexion possible entre les blockchains. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, un contrat qui va être développé sur Ethereum, qui va nécessiter une condition pour l'exécuter, va pouvoir aller chercher, pourquoi pas, sa condition dans un autre réseau et la ramener au sein de son réseau, la montrer à ses validateurs et dire aux mineurs Ethereum actuellement, regardez, on a notre condition, exécutez le contrat. Et cette condition nous vient d'un autre réseau. Ça, notamment, c'est de l'interopérabilité. Pour qu'il y ait cette communication de manière distribuée, sans intermédiaire, entre ces deux blockchains, pour que la condition passe de l'une à l'autre, il nous faut un protocole de communication. Et en fait, Polkadot, en construisant son cadre hétérogène, il fournit d'office ce protocole de communication à tous les projets qui vont s'y connecter. Donc, en plus de décongestionner le réseau, il rend interopérables les projets entre eux. Donc, pas besoin de revenir sur l'exemple là, du contrat sur Ethereum, mais ça vous donne un potentiel. Tout à fait, merci beaucoup. Et également, du coup, on va vous parler, donc ça c'est Léo qui va également vous en parler. Par rapport au parachain, on a fait une petite slide justement pour parler assez précisément de ça. On reviendra par rapport aux crowdlands ou auctions, comme c'était appelé avant, ou aux ventes aux enchères également en français, par la suite. Donc du coup, les parachains, c'est quoi? Euh, J'y vais sur les parachains? Je t'en prie. Ok, super. Alors, parachain, donc vous avez le para de parallèle, hein, c'est des chaînes qui sont parallèles. Mais on a également du coup les parathreads. Et il faut avoir les deux en tête en fait pour bien comprendre. Par exemple, si certains d'entre vous sont actuellement en train de prendre des notes, au passage, bravo, parce que vous faites une écoute active de ce live. Certains sont en train de prendre des notes. N'hésitez pas à faire une petite colonne et vous allez mettre parachain d'un côté, parathread de l'autre. Parathread, vous l'avez écrit à l'écran, et Parachain, oui, également sur le titre. Donc voilà, vous l'écrivez, et puis vous allez voir, il y a deux catégories assez différentes. La Parachain, en fait, il faut le voir comme un abonnement à l'opérateur, pourquoi pas Orange. Sauf que là, vous avez un abonnement à l'opérateur Polkadot. C'est ce qui fait que vous allez payer, d'une certaine manière. On va voir que c'est pas tout à fait payé, vous ne faites pas réellement débiter, mais vous allez du coup être un client de l'opérateur Polkadot pendant une période donnée, à savoir un abonnement par exemple sur une période de 24 mois, on va dire, de 6 à 24 mois. Et en ayant du coup accès au réseau de l'opérateur Polkadot, pendant cette période-là, vous n'avez pas besoin de payer vos communications. Alors qu'une parasthread, elle a la connexion possible chez l'opérateur Polkadot, mais par contre, chacune de ces communications sont payantes. Donc en fait, une parasthread, c'est un forfait à la carte, alors qu'une parachain, elle, c'est un abonnement à l'infrastructure Polkadot, ce qui permettra qu'un réseau qui, par exemple, admettons, toutes les minutes fait une transaction vers Polkadot, sera plutôt à même d'adopter une parachain plutôt qu'une parasthread. Alors qu'un réseau qui, une fois par semaine, admettons, fait une transaction vers Polkadot, lui, une parasthread lui ira très bien. Il n'aura pas besoin d'avoir une parachain et d'avoir un abonnement d'une période de 6 à 24 mois, étant donné qu'il fait une transaction par semaine. Donc voilà en fait le principe de parasthread parachain, pour vraiment le réinsister sur cette image, parasthread forfait à la carte et parachain abonnement. Je vois que... oui, vous entendez toujours bien dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire. Ok, super. Super, vous êtes réactif, c'est top. Euh, donc voilà, l'idée c'est que l'interopérabilité, la connexion native entre les réseaux qui vont être construits, c'est vraiment la base de la problématique qu'on cherche à résoudre avec cet opérateur Polkadot. Un peu comme on pourrait dire des opérateurs dans les années 95 ont cherché à relier des ordinateurs entre eux avec Internet. Là, Polkadot va chercher à relier les blockchains actuelles entre elles d'une certaine manière, mais surtout prévoir un cadre de développement pour celles qui vont arriver plus tard et qu'elles soient nativement compatibles.
Et il leur propose, du coup, pour cette compatibilité, cette communication entre la relay chain, qui est le tronc central, et une autre parachain que vous cherchez à joindre de l'autre côté du réseau, d'avoir soit un forfait à la carte, comme ça vous payez uniquement votre communication, soit un abonnement, encore une fois. Vraiment, je réinsiste dessus pour que ça soit très clair. Éviter la congestion, c'est parce qu'au final, ce système peut optimiser des process entre des réseaux pour éviter qu'un réseau fasse tout en interne. C'est-à-dire qu'un réseau peut dépendre d'un process fait sur un autre. Donc, par exemple, Ethereum peut dépendre de ce que fait une application sur une parachain Polkadot. Il n'aura pas besoin du coup de faire ce que fait cette application. Ça va l'alléger et lui il reçoit juste le résultat qui lui est en fait envoyé directement de blockchain à blockchain sans intermédiaire. Et ça, c'est justement toute la puissance de la décongestion qu'apporte Polkadot. Voilà pour cette partie-là sur les parachains. On ne va pas développer plus. On reste assez global. J'espère déjà que ça vous éclaire un petit peu. Est-ce que vous avez déjà des questions potentiellement sur les parachains ou on a répondu à la plupart de vos potentielles interrogations? Bon, moi j'ai envie de dire, si on n'a pas eu de Tu questions, peux, c'est que tout fonctionne. tu Dis-moi. peux, tu peux aller regarder le site des parachains. Merde, désolé. Hop, Silencieux. yes, tac. Normalement on est bon. Alors, ouais, pour ceux qui sont intéressés pour faire pour participer aux auctions de Polkadot, donc Kusama, ça a déjà commencé depuis, c'était en juin, je crois que les premières ventes aux enchères ont commencé. Et là, ça commence le 11 novembre sur Polkadot. Si jamais, Vas-y. c'est important de préciser que Kusama, c'est le testnet du réseau Polkadot. D'accord? Donc il y a beaucoup de projets Yes. un peu plus risqués que sur Polkadot. Mais en général, chaque projet sur Kusama aura sa version mainnet sur Polkadot. C'est ça. Donc, si vous voulez participer à une vente aux enchères sur un des projets que vous soutenez ou que vous allez découvrir à la suite de cette vidéo, vous allez sur ce site et je crois que c'est 5 dots minimum que vous pouvez loquer. Et en fait, vous allez loquer des dots dans le projet que vous soutenez. Et s'il atteint un nombre de dots important, il va être retenu pour l'auction. Et il sera dans le réseau Polkadot, ça deviendra une parachain du réseau Polkadot. Est-ce que tu peux descendre un petit peu, Bien sûr. Max? Descends encore. Hop. Donc là, il y a les dates. Si vous remontez un peu, non, c'est pas moi qui contrôle. Cliquez. Et là, vous avez les différentes dates des auctions. Et en dessous, vous avez les projets qui sont listés. Donc là, ça n'a pas encore commencé. Donc, fundraised, vous n'avez rien. Contribution, vous n'avez encore rien. Les rewards, vous avez déjà les premières infos. Si vous placez un dot, ce que vous recevez en équivalent du token que vous soutenez. Et quand même, une petite info importante, vous avez la tokenomique. Donc on en parlera un petit peu après, mais ça fait quand même partie des risques. Faites gaffe au projet dans lequel vous investissez. Si vous investissez un peu trop longtemps, il y en a qui sont inflationnistes, donc vous pouvez avoir quand même une chute du prix si vous restez lock plusieurs mois ou plusieurs années. Ça dépend du projet, la durée de lock. Autre info que je peux vous donner, va sur Kusama. On voit les projets qui ont déjà été remonte. Voilà, Kusama, choisis Kusama, hop, descend. Donc voilà, là par exemple, c'était l'auction de quand c'était? C'était l'auction de la semaine dernière. Donc il y a Picasso qui a gagné. Donc là, vous pouvez voir qu'ils ont récolté 115 000 KSM. Il y a eu 10 000 contributions. Voilà, donc eux ils ont gagné, donc ils feront partie de la parachain Kusama, donc sur le réseau test, comme l'a expliqué Nathan. Quoi d'autre là-dessus à dire? Si Léo, tu as quelque chose à dire pour compléter? Non, pas forcément, juste pour insister un petit peu sur Kusama, peut-être que c'est pas très clair pour certains, pourquoi est-ce qu'il y a un réseau test qui est vraiment à part entière et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le Polkadot à côté. Et en fait,
les fondateurs de Polkadot, ils se sont dit, quitte à faire un réseau test, on va faire un réseau grandeur nature. C'est-à-dire que par exemple, Ethereum, lui, a une partie testnet. Il y a Robsen, Rincumby, je sais plus exactement ce que c'est les noms, mais c'est des noms un peu barbares comme ça, c'est les parties testnet d'Ethereum. Et sur les parties testnet d'Ethereum, rien n'est vrai. Il n'y a pas de réelle économie. C'est que du test. Et en gros, Polkadot, ils se sont dit, on va créer une réalité, entre guillemets, alternative à ce que Polkadot fait, où tout va beaucoup plus vite, où les cycles sont plus rapides. Comme ça, au final, on arrive à la finalité plus rapidement. Et ça nous permet de tester ce qui va être déployé ensuite sur Polkadot. Et ça, c'est du coup le réseau Kusama, qui est donc un réseau qu'on appelle Canary, qui permet de déployer donc, en premier lieu les parachains de manière plus rapide, voir comment elles fonctionnent, et ensuite les lancer sur Polkadot in fine, comme on attend là de manière imminente. Tout à fait. Voilà. Et un dernier détail aussi, le projet que vous soutenez ne remporte pas son auction. Vous recevez, on vous rend les tokens, ne vous inquiétez pas. Je Ça, précise. on va l'expliquer dans la partie, la slide de Parachain. On va le réexpliquer parce que c'est un concept qui est absolument fou et il faut absolument que les gens comprennent bien ce à quoi ils ont affaire et ils vont voir le. Je te fais confiance. Il y a une question dans le chat au passage. Euh, Polkadot est unique ou existe-t-il d'autres relay chains? Je t'invite à patienter un petit peu, tu auras naturellement la réponse à cette question dans les prochaines slides. Et bien justement, on va en parler tout de suite avec justement les concurrents. En général. Donc après, on a mis les trois concurrents qui, à notre sens, semblent pertinents. Donc on a Atom, Matic et Avax, qui sont également des coins que sûrement vous connaissez pour ceux qui s'y connaissent le plus dans la crypto-monnaie. C'est des crypto-monnaies, par exemple, notamment Avax, qui a explosé ces derniers temps. Donc on a mis une courte description comme vous pouvez le voir avec comme Atom qui est un layer 0 qui propose des réseaux interconnectés, Matic qui est un layer 2 et Avax qui est un layer 1. Est-ce que potentiellement vous avez besoin d'une explication de qu'est-ce que c'est un layer? Je pense que oui, ce sera le bienvenu. Affirmatif. Donne-la à Macron. Alors, un layer en crypto-monnaie, donc ça vient du même mot en anglais, c'est pour en fait faire traverser quelque chose. Donc en fait, un layer 0, un layer 1 ou un layer 2, c'est simplement en gros, vous pouvez vous imaginer comme des couches qui sont qui sont différentes de la blockchain. Donc on va avoir une blockchain initiale et on va avoir ensuite après un layer 0 qui est du coup la blockchain, un layer 1 qui est la première couche et le layer 2 qui est un petit peu la deuxième couche. Après, je sais pas vraiment comment expliquer de manière claire tout en vulgarisant. C'est vrai que c'est un petit peu complexe pour moi de vulgariser ça facilement. Je sais pas si vous pouvez m'aider à ce niveau-là, les gars. En gros, sauf si Yann, tu voulais y aller, mais sinon j'ai une explication clairement. Parfait, mais t'es trop fort, c'est chiant. Non, mais l'idée, c'est que le layer 0, il faut le voir comme le protocole de protocole. C'est-à-dire que c'est une couche sur laquelle on va construire des réseaux comme Ethereum ou comme même Bitcoin. Donc, c'est-à-dire que Bitcoin et Ethereum, si on devait les situer, ça serait d'une certaine manière des layers 1. Surtout Ethereum pour le coup, étant donné qu'il est largement plus modulable. Et le layer 0, lui, est encore en dessous tout ça. Il vient en fait les interconnecter, il crée un cadre pour tout ça. Et c'est pour ça que Polkadot est un layer 0, c'est un protocole de protocole. Et ensuite, le layer 2, lui, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient se connecter à un layer 1 et il vient l'optimiser, il vient l'alléger, prendre une partie des tâches qui nécessitent de la puissance de calcul sur le layer 1 pour lui donner juste le résultat. Et le layer 1, du coup, gagne du temps et nécessite moins de tâches dans son traitement. Moins, pardon, de puissance de calcul dans son traitement de tâches. Voilà dans l'idée pour les layers. Par contre, du coup, la crowd loan, je croyais qu'on avait 2 slides sur les parachains, donc c'est moi qui n'ai pas fait gaffe. Et on va peut-être l'expliquer maintenant avant de passer sur les concurrents. Le principe de crowd loan. Yes. Donc c'est ce qu'on a là. Parce que comme après on arrive sur les différents projets. Après, Yann Alors, a globalement expliqué ça avec le site parachain.info. Ou tu voulais apporter des précisions?
Bah, C'est vraiment à quoi ça sert, à quoi ça sert de loquer des dots? Ah Si, oui, si dans ce tu fais sens-là, dans ce sens-là, du ok. proof of stake, tu fais du proof of stake, etc. Je pense que c'est ça que tu veux expliquer. Euh, Non? Oui, c'est ça, oui, dans l'idée, c'est ça. Les crowdloans, en fait, je sais pas si certains d'entre vous dans le chat ont déjà fait des ICO ou peut-être des IDO. C'est pareil, mais en décentralisé. Euh, mais vous voyez, c'est cette idée d'un projet qui a besoin de lever des fonds. Alors, je vois que dans le chat, il n'y a pas de oui, donc a priori, personne n'a fait d'ICO. C'est l'idée de lever des fonds. On a une idée, on a un projet, on veut le financer, on a besoin de fonds. Donc, on lève des fonds et on offre un token à la communauté qui a investi. On offre un jeton, une crypto qui prendra de la valeur selon le développement du projet. Mais en gros, la communauté va donner de l'argent au projet en question en recevant leur crypto-monnaie. Ça, c'est le principe d'ICO, d'IDO en gros. Et Polkadot, eux, ils ont créé les IPO, les Initial Parachain Offering. L'IPO, c'est absolument fou. Parce que vous prêtez vos dots au réseau, vous prêtez vos Polkadot au réseau, pour que le réseau puisse faire sa location. Donc, on va préciser, on va pas dire réseau. Vous prêtez vos dots à un projet qui veut une parachain. Ce projet-là, il a besoin de communiquer, il a besoin de se connecter à l'opérateur, entre guillemets. Et pour ça, il va falloir qu'il remporte la vente aux enchères du slot de l'emplacement qu'il va prendre. Donc, ICO, genre les startups de Gate.io. J'ai pas la ref, mais sans doute dans l'idée, oui, ça peut être quelque chose. Gate.io qui est une sorte d'exchange décentralisé. Ouais, mais les startups de Gate.io, c'est sans doute les launchpads en gros. C'est sûrement les launchpads, ouais. Ouais, donc ça doit sans doute être ça. Dans l'idée, du coup, Polkadot, donc comme on l'a dit, les parachains cherchent à se connecter au réseau, mais pour qu'une parachain remporte la vente aux enchères d'un emplacement au réseau, il va falloir qu'elle ait plus de Polkadot que les autres qui veulent ce même emplacement. Donc les emplacements sont donnés un à un, et admettons demain on a parachain 1, parachain 2, parachain 3 qui veulent l'emplacement qui est donné le jour même, mais parachain 1 a peut-être toute une communauté derrière elle, et va demander à sa communauté de bloquer des dots avec elle en échange d'un jeton qu'ils vont leur donner à cette communauté, donc une nouvelle crypto qu'ils vont leur donner. Et ça va permettre donc à la parachain 1 d'avoir plus de Polkadot que la parachain 2, parachain 3. Ce qui fait que la parachain 1 va remporter du coup l'auction, va remporter la parachain pour les 6 à 24 mois à venir, et que les gens qui ont prêté des dots à la parachain 1 vont récupérer leurs dots à la fin de la location. En échange de cette période de blocage, ils gagnent gratuitement la crypto-monnaie du dit réseau. Et si vous voulez, c'est assez puissant parce que c'est le même principe que l'ICO. Vous apportez des liquidités à un projet, ce qui lui permet, lui, ça lui est ultra bénéfique, il a son emplacement. Et en échange de quoi, vous gagnez des cryptos et vous récupérez vos cryptos ensuite. Si tu perds Quid l'auction, des tout plateformes simplement, ouais, c'est ça par rapport aux perdants, tout simplement, c'est restitué. Ça vous est restitué. Genre, c'est aussi simple que ça. Si en gros une auction, donc ce qu'on vous a montré tout à l'heure sur le site parachain.info, ici, là par exemple, on voit que BitCountry et Quartz ou par exemple Integrate Network ont perdu. Et donc, du coup, tous les KSM qui ont été mis dedans, et c'est exactement le même principe qui sera réutilisé pour DOT, tout ça en fait, c'est simplement restitué, comme Darbler l'a pu le dire, aux personnes qui ont contribué au projet et à l'auction du coup. Et ils peuvent également réessayer. Donc peut-être que la nouvelle auction qui sera faite, donc le nouveau Cronland également, enfin ce sont les mêmes termes, les gens pourront refaire et le projet comme Quartz pourra être remis sur le devant de la scène et potentiellement gagner la prochaine. Pour les concurrents, juste pour revenir un peu dessus, parce que de base on était sur ça avant de parler des crowdloans. J'espère du coup que les crowdloans c'est clair pour tout le monde, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Euh, Atom, du coup, c'est vraiment le concurrent direct de Polkadot. C'est le concurrent établi. Polkadot, lui, n'a encore aucune parachain de lancer. Elles le sont sur le testnet Kusama, mais elles ne sont pas encore live sur Polkadot. Alors qu'Atom, lui, est hyper avancé dans sa roadmap, dans ses objectifs qu'il a établis il y a quelques années. Atom a pratiquement tout checké, voire même il a tout checké. Et là, il est en train de rétablir des nouveaux objectifs. Donc Atom est beaucoup plus avancé, il a un temps d'avance entre guillemets, mais c'est que Polkadot, il y a beaucoup plus de R&D quelque part. Il y a également, bon, il y a eu un ralentissement avec les fonds qui ont été dérobés dans ce que Max avait évoqué tout à l'heure, ou c'était Yann, je ne sais plus, par rapport au hack qu'il y a eu sur les fonds levés. Mais bref, Polkadot a été pas mal ralenti.
Atom est vraiment bien établi. Lui, il ne fonctionne pas avec des parachains, mais il fonctionne avec des hubs. Mais c'est le même système. C'est des emplacements libres sur un réseau où tout le monde communique. Et là où Atom est intéressant, c'est parce qu'aujourd'hui, les parachains sont enfin, les hubs, pardon, non pas les parachains, sont déjà établis. Vous avez déjà des projets sur Atom qui communiquent entre eux via l'IPC, qui est le protocole de communication d'Atom. Matic, là, c'est un layer 2 qui vise à de base accélérer Ethereum, enfin Polygon, Matic Polygon. C'est un layer 2 qui vise de base à accélérer Ethereum et qui, au fur et à mesure, quelque part, un protocole de protocole, en lançant notamment un kit de développement qui permet de lancer une blockchain connectée à Ethereum clé en main, selon un besoin de discrétion, si vous avez une activité d'entreprise un peu délicate dessus. Donc Matic est devenu réellement un concurrent de Polkadot et Avax a une technologie de subnet, pardon. Yann, tu pourras peut-être en dire plus, tu l'as pas mal creusé, mais c'est un peu la même idée, ça peut être des blockchains plug and play selon un besoin que vous pouvez créer et qui sont communicantes à Ethereum. Ouais, c'est ça, c'est bien résumé. Merci. Merci Léo. Par contre, t'as zappé les risques, non? Juste en. C'est juste après. C'est au-dessus, non? C'est juste après. Ah, je croyais que c'était le slide. Non, 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 t'inquiète, on y arrive, on y arrive. Donc du coup, les Je crois que tu m'avais oublié. risques associés, donc notamment aux périodes de lock, à la qualité du projet. On va également vous parler dans un second temps, dans la slide d'après, comment le définir et quels sont pour nous nos critères. Et donc du coup, les concurrents aussi, il y a de la place pour tout le monde qu'on a fait juste avant. Voilà, tu vois, les concurrents, c'était la transition. Grave. Exactement. Alors, Non, c'est pas grave. la, la période de lock, ça reste important, même si un projet est top, bon, tout le monde a ses critères en termes de fonda. Les critères, faut les adapter un petit peu aux écosystèmes et à ce qu'on essaye d'analyser pour avoir des données en tout cas qui soient valables. Euh, et la période de lock, si vous avez des périodes de lock trop importantes sur des projets dont vous n'êtes pas sûr, moi je vous déconseille de rentrer dedans, tout simplement parce que les cryptos, ça reste quand même encore un asset à risque, qui a une énorme volatilité, avec une grosse cyclicité. Et Et surtout si une on se corrélation retrouve, énorme avec BTC aussi. Donc si par exemple on arrive dans le bear market dans un an, imaginons, et que vous bloquez maintenant vos coins pour 2 ans, et bah, peut-être qu'en fait on sera en plein bear market pendant que vous les aurez bloqués. Et c'est également ça. à la C'est ce que je release. voulais dire voilà. Ce que je voulais dire dans saisonnalité plutôt que cyclicité, c'est très corrélé au Bitcoin. Le Bitcoin, c'est toujours le king, à preuve du contraire. Et, euh, et donc, faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe à ça. La qualité du projet, donc, ça, je vous fais confiance pour avoir des critères qui soient très factuels. Je sais que beaucoup de gens il y a beaucoup de moon boys sur les réseaux sociaux, etc., qui vont vous vendre des projets. Genre un Ce que je vous Shiba à conseille, c'est de $1. faire vos. Et voilà, un Shiba à 1 dollar, ou c'est lequel là, celui qui s'est fait rug pull hier? C'est le Squid, 3 Je- millions de dollars Squid. rug pull. Et en Voilà. plus c'était Donc, écrit dans le smart contract que les gens pouvaient pas vendre. voilà, c'était écrit, en gros, c'était un Ponzi. Si ça pouvait aller que dans un sens. Donc faites vraiment attention à ça. Vous laissez pas hype sur. Bon, là je parle aux débutants, mais j'imagine il y a des débutants. Euh, Vraiment aller vérifier sur LinkedIn les gars derrière, etc. S'ils ont déjà monté des projets. Enfin voilà. Les concurrents, donc Léo en a parlé. Pour l'instant, il y a de la place pour tout le monde. Donc il faut garder ça en tête que tout le monde a la place de grossir dans l'environnement, il y a la place pour tout le monde. Au bout d'un moment, il y en a un qui écrasera les autres. Et donc, il faut quand même toujours garder un œil sur la concurrence dans le projet dans lequel vous investissez. Parce qu'on a vu, enfin, nous, on est en crypto depuis longtemps, on a vu des projets qui étaient géniaux en 2007. J'adorais, moi. Et puis, disparu, complètement disparu depuis dans ce bull run. Voilà. Exactement. Tu Et peux. également, je veux Vas-y, juste vas-y. finir sur un truc par rapport au parachain. Donc par rapport à Polkadot et Gavin Wood, également, il y a un nombre de parachains possibles sur du coup la blockchain de Polkadot qui est limité.
D'où en fait par exemple le système de vente aux enchères où en fait c'est le projet qui a le plus de suivi de la communauté qui sera validé, parce qu'il y a également un problème du coup de compatibilité possible lorsqu'il y a un trop grand nombre de parachains sur un même réseau. D'où en fait la volonté également pour eux de limiter ça pour en fait uniquement déjà avoir des projets qui sont sérieux et qui sont soutenus, mais également pour éviter des dizaines de milliers de parachains possibles, donc déjà en évitant les scams déjà, puisqu'on ne va pas mettre par exemple pour la dernière, le dernier crowdloan qu'il y a eu sur Kusama, c'est 50 millions de dollars, donc c'est quand même, il y a quand même un suivi relativement important de la part des gens, et donc du coup voilà, c'est également pour parler de ces petits problèmes aussi potentiels et de la volonté de DOT par rapport à tout ça. Pour continuer, on va parler également de nos critères. Donc, qu'est-ce qu'on utilise, nous, personnellement, comme métrique pour parler un petit peu, pour faire nos choix, en fait. Pour faire nos choix. Voilà. Exactement. Ouais, Donc, je t'en donc prie, les Yann. métriques qu'on utilise pour filtrer un petit peu les projets. Alors, les métriques, comme on l'a dit, on les adapte. Enfin, nous, chez MSA, on a notre process qui est assez carré, mais on va pas rester sur un process, pardon, qui suit un dogme. Il est carré, mais on adapte quand même pas mal de choses au type de projet qu'on étudie. Il y a une grosse partie au début qui est subjective, et petit à petit, au fil de l'analyse, on va mettre de la data dessus, on va la colorer avec de la data pour confirmer ou au contraire affirmer nos choix, nos premières conclusions en tout cas. Et évidemment, c'est dynamique, ça, hein. Après, voilà. Donc, par exemple, les métriques qu'on va utiliser pour les parachains, ce qu'on s'est rendu compte sur Kusama, c'est que les projets qui ont été pris en parachain, qui ont validé qui ont été acceptés en parachain, c'est les projets qui avaient le plus gros support communautaire. Donc là, les métriques, ça paraît un peu débile, mais on va utiliser le nombre d'abos sur Twitter, le nombre de subscribers sur leurs réseaux sociaux, que ce soit Reddit ou autre. Évidemment, le nombre d'adresses, de nouvelles adresses qui s'ajoutent au réseau, ce genre de métriques. Les données, le nombre de personnes qui l'ajoutent en whitelist et compagnie. Et on va comparer un petit peu tout ça, et ça va nous donner les résultats de ceux qui sont le plus soutenus, parce qu'a priori, plus ils ont de contributeurs, plus ils gagneraient d'argent, quoi. C'est con, mais parfois faut rester un petit peu, faut garder du bon sens. Le timing, alors le timing, c'est ce qu'on appelle le timing chez MSA, c'est, mettons, vous avez un super projet, il coche toutes les cases. Malheureusement, on n'est pas dans la bonne saisonnalité. Le BTC, il a juste envie de s'effondrer. On va pas aller planter notre petite graine en plein hiver. On va attendre qu'il fasse une meilleure saison pour acheter notre projet. L'analyse technique, donc pure et dure, chartiste. Les données on-chain, donc tout ce qu'on trouvera disponible depuis la genèse du projet. Donc ça peut être sa tokenomique, sa supply dynamique et compagnie. Voilà. Et évidemment, bon, ça c'était un des premiers, c'est l'équipe qui c'est qu'il y a derrière. S'il y a des gars solides derrière. Donc en analyse, j'avais quand même des petits backslides à vous montrer. Tout à fait. Max, tu peux aller sur le premier. Donc là, en gros, ce que j'ai voulu expliquer. Donc la courbe que vous avez en haut, c'est le total 3. Donc c'est en gros le total market cap des cryptos sans le TH et le BTC. Alors pourquoi je le prends en comparatif? Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Dès que vous regardez un chart, essayez d'avoir toujours un outil qui vous permet de jauger la progression de votre asset. Max, par exemple, lui, dès qu'il étudie, il analyse techniquement un projet défi, derrière, il a la somme de tous les projets défi. Il trie un petit peu, il trie par groupe les projets. Et il compare un projet à son groupe. Voilà. Donc là, pour faire simple, on va garder le total market 3 pour comparer des pommes avec des pommes. Et là, ce qu'on voit, c'est que la première auction sur Kusama, ce qui s'était passé, elle avait été pricing, donc tu peux montrer avec ta flèche peut-être, Max. Alors, qu'est-ce que tu veux que je montre? Juste avant, en fait, il y a eu un pricing
avant, non, un petit peu sur ta droite. Non, droite. En fait, Juste avant tu l'auction. m'as même pas dit En qu'est-ce que gros, tu le voulais voir. prix. Ah, ok, Ouais, ici. ouais, Là, pardon. exactement. Donc là, si vous regardez par rapport à la partie, si vous recomparez au total 3, qui était flat, et ben vous avez Kusama qui lui a fait que surperformer le total 3. Donc en fait, vous avez eu un pricing de la parachain, et derrière, on a eu un gros crash, donc une espèce de sell the news. Donc tout ça pour dire aux retardataires, attention, commencez pas à acheter du DOT n'importe comment au début de l'auction le 11 novembre. Voilà, donc tu peux passer le prochain slide. Donc ça, c'était voilà, Why We Invest, bah, c'est un peu le thème de ce Twitch. Bah, tout simplement parce que derrière les projets qui sont passés en parachain, il y en a qui sont propulsés en termes de performance, comme Moonriver par exemple, mais pas tous. Donc ce chart est important. Donc là, les graphes colorés que vous voyez, c'est tous ceux qui ont été, tous les projets qui ont été acceptés en parachain day one, enfin la première auction. Et en fait, il y en a qui se sont pas relevés, quoi. Ils ont été un petit peu hype à l'auction d'après, donc il y a eu un décalage. C'est normal parce qu'ils ont été listés sur les exchanges qu'à partir de là. Mais attention, c'est pas parce qu'un projet est listé sur une auction sur une parachain, pardon. Enfin, une parachain est listée sur une auction qui va de l'auction Polkadot ou Kusama que derrière il va exploser en prix. Là, on a donc pour ça que l'analyse Fonda est hyper importante. Voilà, tu peux passer au next slide. Donc là, voilà, ça c'était pour vous montrer, on a le même schéma que ce qui s'était passé sur Kusama sur DOT. DOT est en train de surperformer le total market cap 3 depuis, je crois, début octobre, et juste avant le départ de son auction, de sa phase d'auction. Donc commencez pas à rentrer dedans n'importe comment. Il y a eu, la news a été largement absorbée. Next slide. Alors là, je vais vous le montrer quoi? Ouais, là, j'ai voulu montrer qu'en fait, il y a aussi une donnée qu'on voit assez souvent, c'est que plus il y a que les parachains permettent de locker plus de KSM ou de DOT. Et que du coup, bah, plus vous avez une partie lockée, bah, plus votre asset est rare. Et en fait, bon, c'est vrai, mais pas tout à fait, parce que là, on se rend compte qu'en fait, les gens qui ont acheté en auction, les investisseurs qui ont acheté en auction, ils ont déstacké leur KSM pour aller l'investir dans l'auction. Donc c'est parti d'un côté pour rentrer de l'autre. Et ça explique aussi pourquoi Il y a une KSM s'est réduction. effondré. Ouais, et pourquoi aussi KSM s'est effondré aussi facilement en juillet dernier. C'est parce qu'il y a un petit transfert, un petit vase communicant. Donc ça, c'est important de regarder ça et de ne pas croire tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Next slide. Moi, je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à celle-ci. Que tu veux. C'est par rapport justement au transfert de liquidité. Comme Yann le soulignait, et je pense que c'est important et je veux juste le refaire. En fait, c'est pas parce que vous avez une métrique qui va vous donner une information première, comme par exemple X personnes détiennent ou ont locké X% du supply, que cette donnée n'est pas tout de même à interpréter. Cette donnée doit être interprétée en fonction même du coin. Donc comme l'a dit du coup Yann, par rapport à Kusama, c'est simplement un transfert de liquidité qu'il y a eu. Et lorsque l'on voit un retransfert, donc du coup inverse de cette liquidité des auctions vers Kusama, on observe potentiellement justement une descente de celui-ci. Et donc du coup par rapport à la prochaine slide, je vais laisser du coup Nathan parler un petit peu de DOT et de ses slides. Yann. Yeah. Ah, Nathan peut parler s'il veut. Mais ouais, mais je me suis Je crois qu'il est perdu, parti écoute. manger. Ouais, il y a moyen. Il n'y a pas de problème. Et donc là, il se passe le même phénomène sur DOT. Donc il y a les stackers qui stack pour acheter des auctions, donc ils ont raison. Mais là aussi, il y a ce fameux transfert. Mais ce transfert-là, cette fois-ci, par rapport à la différence avec Kusama, c'est que ce transfert est largement compensé, comme vous voyez sur le graphe de droite, par un incrément
de nouvelles adresses et de nouveaux détenteurs de DOT, qui fait que pour le coup, pour le coup, DOT, il va rester solide, je pense. Il va pas La nouvelle se faire ATH, hein, dégommer comme. Ouais, nouvelle ATH, hier. félicitations à DOT. Et, donc voilà, il faut toujours comparer les choses et essayer de comprendre un peu ce qui se passe au niveau des transferts de liquidité. Et même s'il y a des transferts de liquidité, si derrière il y a un incrément qui compense, bah, on s'en fiche, c'est top, quoi. C'est tout ce que je voulais dire, je crois, là-dessus. Ouais, tout ce Après, que je veux moi, dire du coup, là-dessus. je vais pouvoir reprendre par rapport à nos critères. Donc, Vas-y. on parle également pas mal d'analyse technique parce qu'on a des structures, on a des outils, des indicateurs qui nous permettent du coup d'avoir un autre regard que le fondamental pour rentrer et qui va également se mettre en corrélation avec le timing et la cyclicité du marché. On va avoir également, du coup, dans l'analyse technique, on va essayer de tendre de manière, je sais pas si le mot se dit, mais probabilistique. Enfin, je crois que c'est un néologisme que je fais, mais on essaye de mettre en tout cas les probabilités de notre côté dans l'analyse technique pour essayer d'être le plus pertinent possible. Et ça va nous permettre également d'avoir des points d'entrée et des points de sortie où on essaye d'être le plus pertinent possible par rapport à ça, parce que si il y a ce fameux adage où on rentre pas sur un coin qui est parabolique. On rentre pas, quand je préfère préciser, je parle pour les investisseurs. Je parle pas des traders. Encore une fois, c'est différent. Quand on trade, on peut prendre un coin qui est ultra parabolique et pourtant être tout à fait rentable sur celui-ci. Mais bon, là, on arrive sur quelque chose qui est également différent. Alors malheureusement, on n'a pas pu vous préparer également des slides pour vous présenter des exemples de tokenomics, mais je vais rapidement vous parler de ça. Alors la tokenomics, c'est le projet qui propose le fonctionnement en fait de son jeton et également le fonctionnement du coup si ça va être un jeton inflationnaire donc qui va où le total de supply de celui-ci va augmenter ou s'il va être déflationnaire, au contraire justement un mécanisme par exemple de burn où en fait le token va devenir de plus en plus rare. Alors ça c'est une donnée que personnellement et je pense dans la team en général on essaye de faire assez attention à ça parce qu'un projet peut être incroyable, mais vraiment incroyable en termes fondamentaux. Mais si derrière, la tokenomics ne suit pas, le projet ne vaut pas grand-chose. Il va pouvoir monter en général, mais il y a un moment où en fait il va se casser la gueule un petit peu tout simplement parce que si on a un token par exemple qui est ultra inflationnaire, et ben en fait on va inonder d'offres de manière presque permanente le marché sans avoir aucune rarification de cette offre et même si on a une augmentation de la demande. Donc en fait on peut trouver un point d'équilibre entre ces deux métriques, mais au bout d'un moment, imaginons bear market, cette métrique inflationnaire va être beaucoup. Exactement, par exemple, le dollar. Le dollar est inflationnaire et on voit qu'on en imprime de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, alors que par exemple des tokens qui ont une réduction de leur supply, je sais pas, de 50%, des mécanismes de burn, etc., permettent en fait une augmentation presque naturelle de son prix du fait en fait de sa rarification. Les métaux par exemple ont augmenté en valeur. Pourquoi? Parce qu'on a c'est les mécanismes du marché, hein, l'offre et la demande qui se confrontent et donc du coup la tokenomics nous permet un petit peu d'avoir un avis plus précis dessus et c'est une métrique où on fait extrêmement attention. On a déjà un petit peu parlé également de l'équipe où voilà on va pas prendre nécessairement, bon, ouais, je vais mettre des gros guillemets là-dessus, mais des randoms, si on va avoir par exemple des personnes qui n'ont jamais fait, enfin, comment expliquer ça? Par rapport à une équipe, on veut juste une équipe solide qui a pas forcément l'expérience, mais du moins une connaissance relative de ce qu'ils font et qui savent où ils vont sur également toutes les autres métriques. La donnée de la tokenomics peut montrer également comment l'équipe voit ça, puisqu'une tokenomics qui est pourrie induit que l'équipe a mal compris ce mécanisme et que potentiellement elle peut mal comprendre également d'autres facteurs par la suite. Et également, du coup, on va Ah, prendre... ah, Dis-moi. après, c'est assez récent quand même, Ouais, non, mais tout à fait, je là... crois. Mais bon, en tout cas, il y a eu il y a eu beaucoup d'erreurs de tokenomics sur les vieux projets, mais les gars sont adaptés, quoi. Ils ont mis des mécanismes de burn, au moins ils ont fait l'effort, quoi.
Mais si le projet, vous voyez qu'ils font pas d'efforts à ce niveau-là, bah, vaut mieux le dropper. Par contre, Ouais, ce que je rajoute, c'est sur le site des Parachain là, de Polkadot, ils ont été honnêtes, hein. Ils vous mettent la tokenomie qui vous dit si c'est déflationnaire ou inflationnaire. déflationniste ou inflationniste. Et donc regardez un peu ces métriques, surtout si vous êtes bloqué pendant plusieurs mois, Et etc. également, par rapport au on-chain, qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ça précisément? Parce qu'en fait, ça va dépendre énormément des coins qu'on va analyser, ou le on-chain, en fait, ça peut varier énormément en termes de data qu'on va utiliser. Donc, je sais pas si toi, t'en as Si, bah, on peut faire du tracking de smart money, on peut faire plein de choses. Mais après, c'est un vrai que tracking de BC, ouais. pour les parachains, vu il y a pas d'historique en data quasiment, ben, la donnée sur laquelle on se repose le plus, c'est le soutien communautaire. Et, euh, et voilà, ça paraît simple, mais voilà, ça peut être une stratégie gagnante. Exactement. Ça l'a été pour Kusama. Et Voilà. donc, du coup, maintenant, on va passer un petit peu à notre conclusion. Ça va faire bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Et donc du coup, pour conclure, on va essayer de vous donner du coup notre avis et nos recommandations. Alors, j'espère déjà, avant de le faire, que vous avez globalement apprécié ce live. Après, on va pouvoir, on va rester un petit peu avec vous pour échanger si vous avez des questions ou même si vous avez des choses que vous vouliez voir plus précisément avec nous potentiellement. Et donc du coup voilà, par rapport à la conclusion. Alors nous, par rapport à DOT, on considère que c'est une blockchain qui a le potentiel de devenir importante, et elle l'est déjà importante. On voit, elle est très haut en termes de market cap et également dans le classement en termes de celui-ci sur par exemple CMC. C'est une crypto-monnaie qui permet énormément de choses, qui permet justement ces parachains, qui a de la scalabilité qui est possible. Et d'ailleurs, bah, bonjour Nathan, qui est de nouveau parmi nous. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose qui est pour nous important. J'espère que d'ailleurs vous avez apprécié un petit peu toutes les métriques qu'on a pu vous partager. Et j'arrive toujours pas à conclure, c'est très grave. Mais bref. Mais tout ça pour vous dire en gros que DOT, c'est une blockchain sur laquelle on apprécie en termes fondamentaux. Après, en termes techniques, on ne peut pas vous faire également de recommandations claires, parce que là, actuellement, on n'agit pas comme un fonds d'investissement. Mais en tout cas, c'est une crypto-monnaie qui, en termes de fondamentaux, a un énorme potentiel, également par rapport à ces parachains qui, celles-ci, peuvent également avoir un gros potentiel. Après, on vous a donné potentiellement les clés pour peut-être obtenir ça, et on a également nous ces clés et on fait également ce travail là du coup en tant que MSA. Nathan, peut-être tu voudrais nous donner un petit mot pour conclure également. Allez, alors pour conclure, bon, l'écosystème Polkadot, il est tentaculaire. Pour être tout à fait transparent, c'est un écosystème qu'on connaît bien parce qu'on a, euh, en plus d'avoir été avant-gardiste un petit peu sur le projet avec diverses entités de l'écosystème crypto français, on a, sans le citer, on a un client au sein du programme qui bosse là-bas. Donc voilà, c'est vrai que j'ouvre une parenthèse en disant que les clients du programme ICIT, ça part du parfait débutant jusqu'au très confirmé, hein. On a des professionnels de l'écosystème. Euh, c'est un écosystème qui est très très intéressant, qui est très innovant avec son système de crowd loans, d'accord, en donnant sa chance à certains projets, etc. Moi que je trouve très intéressant. Maintenant, effectivement, la question c'est quelles sont les parachains les plus intéressantes, quels sont les projets de l'écosystème qui vont être les plus intéressants. Nous, on fait nos choix dans le cadre du programme et on se positionne avec les clients du programme sur certaines parachains. Euh, Après, bien évidemment, ben voilà, c'est pas parce que un programme va, pardon, qu'une parachain va tout de suite remporter son crowdloan que le cours va exploser le lendemain. C'est des choses qui mettent du temps, mais mais en tout cas, voilà, le raisonnement doit se faire comme ça. Et ce qui est important, c'est de construire son invest euh, en disant
eh ben, on va rassembler des métriques en termes de volumétrie, en termes d'adoption, en termes de commu qui va porter le projet et de dire, bah, OK, voilà, nous, on trouve que ce projet-là, dans l'écosystème Polkadot, est plus intéressant qu'un autre ou pas. Voilà en ce qui me concerne, mon cher Max. Bon bah c'est super. Bah, en tout cas voilà, c'est un petit peu le mot de la fin par rapport à ça. Merci de nous avoir écoutés et du coup maintenant on va pouvoir rester un petit peu rapidement si vous avez des questions. Nous on va essayer d'y répondre. J'espère finalement en fait si vous n'en avez pas, ça démontre qu'on a quand même relativement bien fait notre travail et que du coup vous avez relativement tout compris. Enfin je vais essayer de partir sur ce principe-là. Mais du coup, voilà, après, franchement, merci, c'est notre premier live, donc j'espère que vous allez être indulgents. On a essayé de faire un slide sympa aussi en termes de visuel, mais du coup, voilà, nos prochains lives également seront portés par divers sujets qu'on vous partagera ensemble. Et Et j'en profite encore une fois pour dire, effectivement, là, ça fait partie, je pense, des lives les plus techniques qu'on peut faire. C'est-à-dire que voilà, pour le parfait débutant qui a entendu pour la première fois le mot Ether il y a 2 mois ou il y a un mois, voilà, il se sent potentiellement un peu catapulté dans un univers qu'il ne comprend pas. Il a dû comprendre peut-être un dixième de ce qui s'est dit ce soir. Néanmoins, on aura des lives plus dédiés pour les débutants. On va faire des choses un petit peu plus adaptées. Là, ce soir, voilà, pour parler franchement, on fait un focus projet, donc ça parlera à ceux qui sont dans l'écosystème depuis un petit peu plus longtemps. Mais voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, il y a Rel Bibo qui on nous y demande de répondra. parler de l'écosystème Solana, mais en fait, si on parle de ça, on est encore là pendant 1 heure et demie. Et le problème, c'est qu'on C'est n'a même clair. pas de slide. On n'a Ouais, pas et de puis slide c'est pour aussi. ça. On a fait une jeu de slide pour DOT, pour les parachains, mais pas pour Solana. Donc peut-être une prochaine fois, ça pourrait être intéressant qu'on fasse ça. Ouais, de toute façon, c'est soumis au vote, les Way We Invest, donc on va peut-être Exact, faire un c'est la truc de Solana. commu qui vote, T'as qui du temps. choisit le projet sur lequel on fait le focus. J'ai du temps. On Non, va mais- jouer un petit jeu. On va tester un petit jeu ce soir. Tiens, parce que ça parle de Solana. On va faire un petit jeu. On va tester la rapidité de nos analystes. Comme ça, je les prends de court, ils s'y attendent pas du tout. Regardez leur tête. C'est quoi ce Ils plan sont là pas encore que prêts. tu nous fais? On va faire un quiz. Analyste qui Vous avez fait- répond le plus vite, Mm. je vais trouver une récompense. L'analyste qui va répondre le plus vite à la question que je vais poser, il aura un bonus. Je sais pas lequel, mais je lui trouverai un bonus. Je lui trouverai un Allez, bonus. C'est très grave. La question c'est, quel est l'AMM sur Solana? Oh putain, mais attends, mais c'est le seul Radium. Radium. C'est pas Radium. Yann. C'est C'est Radium. C'est moi qui l'ai dit. Bravo Yann. Ah, il a été Il y a- rapide. Il y a Orca, Il a pas, attention. il a pas C'était- parlé chinois. C'était l'époque où je tradais le step. C'était un très bon exemple pour toi, ça, Maxence. Max. Le step pour l'histoire de tokenomics, t'aurais pu en parler. C'est vrai. Là, C'est vrai, c'est vrai. c'était les vannes de barrage ouvertes, c'était des 24 pouces qui Mm. balançaient de l'offre en veux-tu, en voilà. Et il y avait Bon, plus de Yann a demande en gagné face. un foie de canard. C'est ce qu'il préfère. Donc, Ah, c'est parfait. là, mais, La question, c'était- la question c'était quel est l'asset, l'automated market maker sur Solana. Bah Mais, après, il y en a bon, d'autres, hein. Il y a Cyber, il y a Marinade, mais t'as dit le y a premier Orca. et c'était Radium. exact. C'est C'est ce ce que que je je peux. voulais dire. Non, mais c'est bon, on s'est Euh, fait avoir, c'est tout. Et je pense même que, alors Maxence, tu me diras si techniquement c'est possible, mais on fera même essayer de faire participer les membres sur ces petites questions. On peut faire des espèces de petits quiz un peu plus Carrément. On light. mettra en place des sortes de. Alors sur Twitch, on peut mettre en place des sondages, on peut mettre en place peut-être par un lien un lien de redirection vers des questionnaires ou des quiz comme ça. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités pour essayer de faire ces petits quiz avec potentiellement peut-être des récompenses à la fin. J'en sais rien. Faudra voir comment on met ça en place. Mais Il y a Anthony qui pose une question sur
il a des Bah, dots ça, sur Binance on avait parlé tout à l'heure, Yann, avec la page web que tu as mis en sharing, là. Yes, exactement. Ok. Alors là, du coup, ici, donc normalement tu le vois un petit peu sur live, désolé c'est un peu crop, mais donc du coup par exemple ça te présente les auctions et il y a Akala. Akala d'ailleurs bon, bah, je vais pas en faire une analyse, mais c'est un projet qui en termes fondamentaux a vraiment des métriques qui sont intéressantes. Peut-être on aura l'occasion d'en parler un jour, j'en sais rien. Mais donc du coup pour les transférer à ces projets, je ne vais pas te dire de bêtises. Donc, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de regarder sur Internet, donc soit des vidéos YouTube, ce qui est spécialisé là-dessus, soit également des sites Internet sur déjà comment ça marche, par exemple un MetaMask, comment ça marche pour faire des données par rapport à ça. Il y a également, bah, comme Seb le dit, il y a Moonbeam, Moonriver, ou également qui s'est fait ça dernièrement, qui a explosé et c'était vraiment incroyable. Et je te conseille vraiment de te rediriger vers des sites spécialisés là-dessus parce que on va pas pouvoir te dire ça et t'accompagner tout de Non, suite non, mais là-dessus. c'est très bien, c'est détaillé juste au-dessus. Euh, Ouais, c'est assez dans- intuitif. sur, sur Franchement, la page où c'est. t'as les vidéos qui t'expliquent et tout. Non, non, juste là. Pour, on va Euh, on t'as vous le- a mis le lien du site directement là sur le stream. Vous pourrez du coup y accéder et il y a la FAQ qui va répondre à qu'est-ce que et c'est, la vidéo. pourquoi le faire. Exactement, il y a aussi une vidéo. Il y a aussi des vidéos derrière. Pour comment participer à une crowdloan parce qu'il te faut Polkadot JS, je crois, le wallet de Dot. J'ai Ou sinon, récupéré ils peuvent passer par Just Mining, non? Si. potentiellement, ouais, je crois que Just Mining propose également ce service. Bon, en tout cas, c'est top. On va cut ce live. On vous remercie encore tous pour ça. Prochain live, on vous l'annoncera. Suivez-nous sur Instagram. En général, on est pas mal suivi là-dessus. Donc ouais, mais on prendra une routine, peut-être un live toutes les 2 ou 3 semaines. Voilà, comme ça, avec des focus projets, avec voilà, d'autres choses qui vont venir par-dessus. Et voilà, il y aura des trucs un peu plus débutants aussi. Donc Ouais, l'objectif c'est voilà. aussi qu'on essaye de l'animer et qu'on essaye de le faire vivre en mettant en place justement plein de petits trucs, comme tu parlais tout à l'heure, les quiz, les trucs pour débutants. Également, moi je sais que j'aime bien parler de tout ce qui est la psychologie dans les marchés, donc peut-être si ça intéresse des gens parmi vous, moi tout ce qui est biais cognitif, psychologie, émotion en tant qu'investisseur, comment gérer ça, c'est des choses que j'aime bien. Donc après, pourquoi pas en parler. Et donc du coup voilà, merci à tous en tout cas, on va arrêter le live sur ça. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et merci de nous avoir suivis.